Euh, donc, avant de commencer, je vais rapidement revenir sur le conflit armé colombien, les acteurs et les dynamiques. Mais je ne vais pas m'étaler sur ce thème, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et je m'excuse d'avance auprès des spécialistes du conflit armé colombien parce que je vais faire des raccourcis. Donc, le conflit armé colombien, c'est un conflit armé très long puisqu'il a débuté à la fin des années 40 et qu'il n'est pas encore achevé. Donc, bien sûr, il a connu des mutations, mais il ne s'est jamais arrêté. Il a connu une première période qu'on nomme la violencia, avec un V majuscule, et qui est un conflit qui a lieu, il y a des débats sur les dates, mais en gros de 1948 à 1954. Ce conflit, il a opposé le Parti libéral et le Parti conservateur. Et il a profondément marqué en fait, les identifications partisanes dans le pays, parce qu'il s'est soldé par un accord qui s'appelait le Frente Nacional, un accord qui a instauré un partage du pouvoir, une alternance du pouvoir entre le Parti libéral et le Parti conservateur jusqu'en 1974. Ça a profondément marqué les identités politiques, même s'il y a eu beaucoup de changements depuis les années 90 particulièrement. C'est à cette époque de la violencia que naissent aussi les premières guérillas qui sont des bandes armées liées au Parti libéral. À partir des années 60, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi d'Asie et d'Afrique, apparaissent des guérillas d'extrême gauche. Je vais citer que 2 guérillas, parce que c'est des guérillas qui sont encore en armes aujourd'hui. Donc il y a les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, et le ELN, l'Armée de libération nationale. Toutes les deux, elles ont été fondées en 1964. Vont ensuite apparaître des milices paramilitaires à partir des années 60. Donc, en 1965, le gouvernement colombien autorise les civils à se mobiliser contre les guérillas. Il va soutenir des groupes d'autodéfense qui petit à petit vont prendre de l'ampleur, se structurer. Et à partir des années 80, ces groupes vont se financer notamment avec le narcotrafic. Pourtant, le gouvernement va les soutenir jusqu'aux années 90. En 97, ces paramilitaires vont se fédérer au sein d'un groupe qui s'appelle les Autodéfenses Unies de Colombie, les AOC. Et ce groupe va chercher à se faire reconnaître politiquement, avoir un statut politique, mais il ne va jamais réussir à le faire. Ça, je vous renvoie aux travaux de Jacobo Grajales, qui a fait sa thèse sur ces groupes paramilitaires. Donc finalement, en 2001, les AOC, les paramilitaires, vont rejoindre les FARC sur la liste américaine des organisations terroristes. Les liens entre paramilitaires et politiques sont obscurs, mais il y en a. Et je mentionnerai juste le fait qu'en 2006, il y a eu un scandale qui s'est appelé le scandale de la parapolitique et qui a révélé la collusion entre de nombreux professionnels de la politique et des paramilitaires. Et depuis 2006, il y a eu plus de 400 procès qui ont été ouverts en Colombie pour des liens entre politique et paramilitaires. Donc, c'est donc un conflit très complexe où s'affrontent des guérillas, des paramilitaires, des groupes narcotrafiquants et aussi où les forces armées de l'État, donc l'armée et la police, sont aussi impliquées dans des violations des droits humains. Le Centre national de mémoire historique, en 2013, a publié un rapport. Il estime que le conflit a fait environ 5,5 millions de victimes sur une population de 47 millions d'habitants et que 70% des victimes sont des civils. Un autre élément à avoir en tête, important, c'est que depuis les années 50, il y a eu beaucoup de processus de négociation entre les gouvernements successifs et les groupes armés. Je ne vais pas revenir sur tous ces processus, je vais juste mentionner les deux plus récents qui sont importants pour comprendre des enjeux qu'on va évoquer. Un premier processus, c'est celui qui a lieu en 2005 dans le cadre de la loi Justice et Paix. Donc la loi Justice et Paix, elle est votée sous le gouvernement d'Alvaro Uribe Vélez. Et donc elle va encadrer la démobilisation des groupes paramilitaires, des AOC. Elle va aussi poser les premiers jalons de la justice transitionnelle qui va être mise en place et qui se met encore en place aujourd'hui. Donc la justice transitionnelle, c'est une alternative à la justice pénale. Et l'idée, là, dans le cadre de la justice et paix, ça va être de donner des peines de prison clémentes aux paramilitaires qui acceptent de témoigner de leurs actes et de participer à la construction de la vérité, en fait.
Dans le cadre de cette loi JTCP, va être créée la Commission nationale de réparation et de réconciliation, la CNRR, Commission nationale de réconciliation et de réparation, qui va encadrer ce processus de démobilisation, qui va commencer à indemniser les victimes. Et à l'intérieur de cette commission va être créé le groupe de mémoire historique. Je vais l'évoquer rapidement là, mais j'y reviendrai après. Ce groupe de mémoire historique, il est composé de chercheurs, des historiens, des sociologues, mais aussi des psychologues, des juristes, qui vont être le mandat du groupe de mémoire historique, c'est de rédiger un rapport sur les causes du conflit armé. Et finalement, il va rédiger des dizaines et des dizaines de rapports, et son mandat va petit à petit être étoffé, mais j'évoquerai cet enjeu plus tard. Je veux dire que ce qui est important de retenir, c'est que ce groupe de mémoire historique, il est créé dans le cadre de la démobilisation des paramilitaires, et les premières années, au cours des premières années de travail, il va surtout se concentrer sur la violence des paramilitaires, sur des cas de violence exercés par des paramilitaires, ce qui lui sera reproché aussi par des secteurs politiques. Ce groupe, en 2011, il devient le Centre national de mémoire historique. Donc, maintenant, j'évoquerai toujours le Centre national de mémoire historique pour parler de ce groupe, ce sera plus simple. Il est créé dans le cadre de la loi des victimes et de restitution des terres. Cette loi des victimes de 2011, elle va vraiment créer un statut de victime, définir la victime, fixer des réparations. Et elle va aussi donc mettre en place une politique pour que les personnes déplacées par le conflit armé et qui ont perdu leurs terres puissent retourner chez elles. Donc, ce processus connaît beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas le sujet. Donc ça, c'est le première époque, on va dire, donc 2005, la démobilisation des paramilitaires, le groupe de mémoire historique. Le processus plus récent, dont vous avez probablement entendu parler, c'est le processus de négociation avec les FARC, donc la guérilla des FARC. Donc, entre 2012 et 2016, le gouvernement colombien négocie avec les FARC à La Havane. Ça va aboutir à un accord. Et le 27 septembre 2016, les guérilleros des FARC sont tous vêtus de blanc et il y a cet accord, il est officiellement scellé entre le président Juan Manuel Santos et le dirigeant des FARC. Il se serre la main à Cartagena de las Indias. Un mois plus tard, donc en octobre 2016, cet accord devait être ratifié par un référendum, sauf qu'il n'a pas été ratifié parce qu'il a été rejeté par la population colombienne. De très peu, parce que le non à cet accord l'a emporté à 50,2%, avec 50,2% des voix. Et il y a eu plus de 60% d'abstention aussi, ce qui est un taux d'abstention assez classique pour la Colombie, quels que soient les scrutins. Et il n'y a pas eu une mobilisation plus forte pour valider ou refuser cet accord. Donc cet accord est rejeté. Et il va y avoir un nouvel accord un peu modifié qui va être créé parce qu'il y a eu une forte mobilisation de l'Église, notamment sur le thème du genre. Donc, il va y avoir des modifications dans l'accord. Il y a eu une forte mobilisation du secteur de la droite, d'Álvaro Uribe Vélez, qui n'était plus président à l'époque. Et dans le nouvel accord, il y a moins de financement pour le parti politique issu des FARC. Il y a eu d'autres modifications. Et finalement, en 2018, Iván Duque, qui était un fervent défenseur du non à l'accord de paix, est élu président de la République. Et donc, Iván Duque, c'est aussi un proche d'Álvaro Uribe Vélez. Un dernier point, et après on passera aux commissions d'historiens. Depuis 2019, il y a eu une remobilisation de certains guérilleros des FARC. Donc, le 30 août 2019, le numéro 2 des FARC annonce qu'il reprend les armes. Il y a aussi la guérilla de l'ELN que j'ai évoquée, qui est encore présente. Elle a notamment commis un attentat à Bogota en janvier 2019. Et il y a encore une violence une violence exercée par les paramilitaires qui est très présente, avec des candidats aux élections municipales qui ont été tués ou menacés, des leaders de conseils de quartier, des défenseurs de l'environnement qui sont assassinés. Donc ça, c'est le contexte actuel. Donc j'en viens maintenant aux commissions d'historiens. Quelque chose de très intéressant, je l'ai dit avant, avec la Colombie,
c'est qu'on sait très bien depuis des années quels sont les acteurs du conflit armé, quels sont les mécanismes du conflit armé, parce qu'il y a eu des personnes qui ont réfléchi à ça depuis, pas le début du conflit armé, mais presque. Depuis les années 50 et 60, il y a des rapports qui sont produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une profusion de production de rapports, mais qu'en même temps, le conflit armé continue, mais qu'il y a toujours cette croyance que écrire une conviction, on va dire, plutôt qu'écrire ces rapports, ben, ça va aider à construire la paix. Enfin, les chercheurs qui s'investissent dans ces projets, ils ont cette conviction. Donc, c'est une situation un peu paradoxale voilà, qu'on va évoquer. Donc, le gouvernement colombien, il commande le premier rapport sur le conflit armé en 1958. Donc, c'est le conflit de la violencia, le conflit qui opposait Parti libéral et conservateur. Il est à peine en train de s'achever. Il y a encore des guérillas. Il y a des guérillas libérales qui sont encore très actives dans certaines régions, notamment dans le sud de la Colombie. Et donc, c'est la junte militaire du gouvernement qui assure la transition vers le pacte qui va avoir lieu, qui va commander un rapport. Donc, il va instaurer une commission. Cette commission, elle a un nom à rallonge. Elle s'appelle la Commission nationale d'enquête sur les causes et les situations présentes de la violence sur le territoire national. Donc, elle est connue en Colombie sous le nom de la investigadora, la chercheuse, l'enquêtrice. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire. Donc, c'est la junte militaire qui commande ce rapport et il n'y a pas de chercheurs dans cette commission. Ça va être des membres de l'Église qui vont y être, des représentants des partis libéraux et conservateurs, des membres de l'armée aussi. Il n'y a pas de chercheurs. C'est une commission qui fait avant tout un diagnostic de ce qui s'est passé pendant ce conflit, qui va constater les dégâts économiques et les dégâts humains en fait de cette violence et qui va émettre des solutions en fait. C'est vraiment l'idée de poser un diagnostic et de donner un remède. Et ils vont notamment enjoindre le gouvernement à améliorer la situation socio-économique du pays, à développer des écoles, des postes de santé. Enfin voilà, ça va être et aussi avec cette idée que seule une union nationale peut permettre au pays de se réconcilier en fait. Donc ça, c'était le premier rapport. Il a eu peu d'effets politiques. Ce rapport, il n'a pas été relayé. Et les débats parlementaires de l'époque, ils montrent qu'il y a une idée très présente parmi les parlementaires qui est celle qu'il y a un peuple barbare qui est sous l'influence communiste en fait, et que la violence en fait, elle vient de ce peuple. En tout cas, c'est un chercheur qui a étudié les débats parlementaires qui explique ça. Mais donc sinon, il y a un prêtre donc, qui s'appelle Hernán Guzmán Campos. Hernán Guzmán Campos qui a participé à la première commission qui va continuer des recherches. Et avec les fondateurs de la première faculté de sociologie colombienne, qui sont Orlando Falsborda et Eduardo Umaña Luna, ils vont rédiger le premier grand ouvrage sur le conflit armé colombien qui s'appelle La violencia en Colombia. Cet ouvrage, il est publié en 1962. Donc ce prêtre, Hernán Guzmán Campos, et donc ces deux chercheurs, ils vont écrire, c'est le premier ouvrage qui utilise une méthode scientifique et qui propose vraiment une radiographie des conséquences du conflit dans tout le pays. Donc ils ont fait une enquête de terrain, ils ont interviewé des politiques régionaux, mais aussi des habitants des campagnes, et même ils ont aussi interviewé des acteurs armés qui sont encore dans des guérillas libérales qui sont actives. Donc cet ouvrage, il a donné lieu à des débats académiques, il va participer à institutionnaliser cette question de la violence et à l'importer en fait dans le milieu académique. Les débats qu'il y a à l'époque, ça va être des débats qui existent encore aujourd'hui, des débats sur l'origine de la violence avec un V majuscule, donc l'origine de cette guerre. Est-ce qu'elle est liée à des clivages partisans ou à des problèmes socio-économiques aussi, quels sont ses effets socio-économiques? Est-ce que la violencia a entraîné un sous-développement ou pas? Il y a un questionnement aussi sur le rôle des classes populaires dans ce conflit. Est-ce que les paysans ils sont à l'origine des soulèvements qui ont eu lieu dans ce conflit? Ou est-ce que ce sont des victimes d'acteurs armés?
voilà, ces débats ils vont se structurer dans les années 60, dans les années 70. Et peu à peu, donc, la violence colombienne, ça va devenir un objet d'étude. Et donc, c'est là qu'on en vient à la constitution, à l'apparition, la constitution, la formation des fameux violentologues que je mentionne dans le titre de ma présentation. Donc, dans les années 80, on a un contexte politique différent. La violence urbaine a augmenté. Le narcotrafic, c'est aussi étendu. Et il y a aussi un crime organisé qui est assez important. On parle de guerre sale dans les années 80 aussi, parce qu'il y a des milices paramilitaires qui sont parfois soutenues par les forces armées colombiennes, qui vont menacer et tuer des militants de l'opposition politique. Donc on a un conflit qui se complexifie avec plus d'acteurs. Et alors qu'avant, l'analyse des chercheurs, elle se centrait sur le schéma guérilla, armée, État, on va avoir des théories qui mettent en évidence la pluralité des violences en fait, qui existent en Colombie. Et c'est donc à ce moment-là que les violentologues, donc je vais expliquer qui ils sont après, je reviens juste sur la commission. Donc, les violentologues vont être donc, des chercheurs de l'Université nationale de Colombie, vont être convoqués par le gouvernement de Virgilio Barco en 1986. Donc, et ils vont former une commission qui va s'appeler la commission d'études sur la violence, donc, qui est mise en place en 1987. On est dans un contexte où le gouvernement colombien il est en train de négocier avec la guérilla du M19. Et l'idée, c'est aussi de donner que les chercheurs ils émettent des propositions sur ce que ça va être la démocratie qu'on va construire après que cette guérilla se démobilise. Il y a toujours cette idée de donner des conseils, des pistes d'action. Donc, cette commission d'études sur la violence va publier un ouvrage qui s'appelle Colombie, violence et démocratie. Et la thèse principale de cet ouvrage, c'est que la violence, elle revêt des formes multiples, que la violence, c'est un mode de régulation de conflits qui sont liés aux inégalités économiques et sociales et qui sont liés aussi au fait que tous les Colombiens n'ont pas le même accès à l'exercice de leur citoyenneté. Et que la violence, c'est un moyen de pallier, en tout cas d'essayer de... C'est une conséquence de ces inégalités, en fait, plutôt. Donc, cette commission, elle est composée de chercheurs qui croient aux effets d'une réforme des institutions politiques sur la construction de la paix. Et donc, parce qu'ils pensent qu'il y a un exercice de la citoyenneté qui n'est pas donné à tous de manière égalitaire. Et donc, en 1991, il y a une nouvelle constitution qui est votée en Colombie et on retrouve en fait des idées de ce rapport dans cette constitution. Après, ça ne veut pas dire que les idées... Que la Constitution s'inspire forcément de ces rapports, c'est des idées qui circulent, mais disons qu'on retrouve des idées qui sont semblables. Voilà pour les deux principales commissions. Il y a eu beaucoup de commissions régionales où ce sont des ONG qui ont participé avec des chercheurs, mais je ne vais pas les évoquer. C'est des commissions qui répondent à des cas très spécifiques de massacres, par exemple, qui vont avoir lieu en Colombie. Donc, j'en viens enfin aux violentologues. Donc, comme je vous le disais, à partir des années 80 et particulièrement de cette commission de recherche, la violence, ça va devenir vraiment un champ de recherche en Colombie. Les politistes, les sociologues, les anthropologues et les historiens vont consacrer une grande partie de leurs travaux à comprendre cette violence colombienne, qui vont envisager comme un fait social à part entière. Donc, et ces chercheurs, ils vont être nommés les violentologues. Ce qui est important de préciser, c'est que eux, ils ne se dénomment pas, ils se proclament pas violentologues. Et donc, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment, ce serait... donc, j'ai trouvé ça dans un article, c'est que le terme de violentologue, il viendrait d'une journaliste qui écrivait un article sur la commission de 1987. Et apparemment, elle demandait aux chercheurs ce qu'ils faisaient exactement comme travail dans cette commission, et elle les a un petit peu énervés et excédés. L'un d'entre eux lui aurait dit on fait de la violentologie. Et elle a repris ce terme de violentologie après dans un article et ça a été repris. Mais eux ne se définissent pas, mais ils ne se revendiquent pas violentologues. On les appelle les violentologues, mais ce n'est pas une étiquette qui se colle. Mais qu'on les appelle ou non violentologues, on peut constater qu'il y a des caractéristiques qui rassemblent en fait ces chercheurs. Donc je vais
les détailler. Bon, tout d'abord, leur manière d'appréhender la violence, elle est similaire. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui essaient de mettre en évidence ce qu'ils considèrent comme étant les causes objectives de la violence. Ils vont s'opposer à l'idée qu'il existe une culture de la violence, notamment parmi les classes populaires. Et ils vont s'intéresser, par exemple, à la question agraire, à la répartition des richesses, au fonctionnement du régime politique. Ils vont essayer d'identifier les facteurs qui font que la violence est un phénomène qui persiste en Colombie. Et cette idée vraiment de chercher des causes objectives et plus des causes structurelles, en fait, de la violence. Ensuite, là, je rentre plus dans la sociologie de ces acteurs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils appartiennent tous à une même génération. C'est une génération de chercheurs qui est née à la fin des années 40 et dans les années 50, c'est-à-dire en plein dans le conflit de la violencia, en plein milieu de cette guerre civile. Ils ont ensuite des trajectoires académiques prestigieuses, parce qu'ils sont pour la plupart, pas tous, titulaires de thèses obtenues dans des universités américaines ou européennes. Je vais donner quelques exemples après pour illustrer mon propos. Donc, ils ont un même parcours, ils appartiennent à une même génération. Ensuite, ils se regroupent autour de deux principaux centres de recherche en Colombie. Il y en a un qui est vraiment majeur, c'est l'Institut d'études politiques et de relations internationales, l'IEPRI, l'Institut d'études politiques et de relations internationales, à l'Université nationale de Bogota. Donc, cet institut, il est créé en 1986. Donc, on voit vraiment que c'est au même moment qu'il y a cette commission dont je vous ai parlé avant. Et le deuxième centre, qui est un peu moins important parce que pas dans la capitale, je dirais important en termes de production et de nombre de personnes, c'est l'Institut d'études régionales, l'INER, qui est créé en 1989 à l'Université d'Antioquia à Medellín. Donc l'INER et l'IEPRI. Et enfin, un dernier point commun entre ces chercheurs, c'est que dans leur jeunesse, ils ont tous eu des sympathies pour les mouvements d'extrême gauche et certains ont même été proches des guérillas dans leur jeunesse, dans leurs études. Ils ont eu cette sensibilité. Je vais juste évoquer rapidement quelques violentologues pour illustrer un peu mon propos. Donc, on peut parler de l'anthropologue Jaime Arocha, qui a réalisé une thèse en 1975 sur les déterminants économiques et environnementaux de la violence dans la région du Quindío. Et il a réalisé cette thèse à l'Université de Columbia. Donc, c'est pour illustrer ce que je vous ai dit, les thématiques, la manière d'envisager le conflit et les endroits où ils ont réalisé leurs recherches. On peut parler aussi d'Alfredo Molano, qui est un sociologue qui a commencé une thèse en économie et sociologie à l'École pratique de hautes études. Il a abandonné sa thèse en 1977. Il y a une trajectoire qui est intéressante, c'est celle du sociologue Eduardo Pizarro León Gómez, qui lui il a réalisé un mémoire de DEA à Sciences Po, qui s'intitule Colombie entre démocratie et autoritarisme. Si j'ai bien compris, il a commencé une thèse à Sciences Po, mais il n'a pas terminé. Je n'ai pas trouvé la thèse finale. Mais cette trajectoire, elle est intéressante parce que ces deux frères ont fait partie de la guérilla du M19, ont été tués dans des combats. Et lui-même, il a travaillé à la logistique, c'est-à-dire qu'il a collecté des fonds et il a reproduit des matériaux. Enfin, il a participé à la logistique de la guérilla de l'ELN quand il était jeune, alors qu'il était étudiant en droit à l'université pontificale de la Javeriana. Et il a été exclu de l'université. Donc, il a vraiment un parcours très intéressant parce qu'ensuite, donc, il est devenu un sociologue reconnu et ensuite, il est devenu président de la Commission nationale de réparation et de réconciliation. Aujourd'hui, il est ambassadeur de Colombie aux Pays-Bas. Donc, il a vraiment une trajectoire très intéressante. Et le dernier que j'évoquerai, et je vais beaucoup parler de lui plus tard, mais je vous donne un aperçu, c'est Gonzalo Sanchez, que vous connaissez peut-être, qui est juriste et sociologue. Gonzalo Sanchez, il a fait une thèse en droit. Il a soutenu une thèse en droit à Toulouse en 1990. Ensuite, il est revenu en Colombie et puis il est reparti en France où il a soutenu une thèse en 2002 à l'EHESS sous la direction de Daniel Péco. Et sa thèse était intitulée « Guerre, mémoire et histoire en Colombie ». Et je reviendrai sur ses travaux et sur sa trajectoire. Donc, vous pourrez remarquer déjà qu'il n'y a pas d'historien dans ces violentologues.
Je sais pas, je ne suis pas une spécialiste de l'étude des disciplines et comme je le dis, ce n'était pas un sujet central de ma thèse, mais je me demande si à cette époque, en fait, et je ne sais pas si c'est le cas encore, les historiens, peut-être qu'ils ne s'intéressaient pas à l'histoire du temps présent. Et peut-être que les personnes qui étudiaient le conflit armé, c'était plutôt des sociologues, des anthropologues, des économistes. C'est une hypothèse que je lance. Et je pense aussi qu'on peut expliquer ça par le fait que le champ de la sociologie en Colombie, il s'est beaucoup structuré autour de la question de la violence. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de sociologues dans ces violentologues. Parce que les rédacteurs de La Violencia en Colombia, qui était le premier gros ouvrage qui parle de la violence, qui a été publié en 62, ce sont eux qui ont fondé la faculté de sociologie à l'Université nationale de Colombie. Et dans le prologue de cet ouvrage, ils expliquent même que pour eux, la faculté de sociologie, elle doit jouer un rôle fondamental dans la réflexion sur la violence. Donc là, je vais citer une partie de ce prologue qui illustre bien ça. Ils disent « Ne pas prendre en charge la problématique de la violence, ne pas se risquer à l'agiter, ne pas tirer d'elle des enseignements scientifiques ou politiques aurait été un gaspillage d'opportunités et un acte non moins grave de trahison envers les intérêts de la communauté. » Donc c'est intéressant, ils lient vraiment leur travail avec leur travail de sociologue avec l'idée de réfléchir à cette violence et d'y mettre un terme. Donc, ma présentation s'appelle « Les violentologues colombiens entre mémoire historique, mémoire commune et histoire ». Je vais revenir maintenant sur cette idée de mémoire historique, mémoire commune et histoire, qui me semble vraiment intéressant d'étudier les violentologues, parce qu'ils ont joué un rôle très important dans la manière dont le conflit armé est analysé aujourd'hui, dans le champ académique, mais aussi dans le champ politique. Et il me semble intéressant et important en fait d'étudier le contexte dans lequel ils ont produit leur analyse, et particulièrement de voir comment leur trajectoire personnelle a pu aussi influencer la manière dont ils ont appréhendé leur propre objet de recherche. Et aussi, ça c'est le premier point, et aussi pour comprendre pourquoi aussi leurs travaux ils ont aussi circulé dans le champ politique par la suite. Donc, je ne suis pas la première à emprunter cette piste de recherche. Je me suis notamment inspirée des travaux de Selim Smaoui, qui lui travaille sur un sujet différent. Il a notamment travaillé sur les archéologues espagnols qui se sont spécialisés dans la recherche des disparus du franquisme. Et il a publié un article dans lequel il étudie comment les compétences et les représentations sociales de ces archéologues se sont forgées au fil de leur socialisation familiale, de leur socialisation militante. Il montre comment ces représentations, elles influencent la manière dont ils travaillent et dont ils mettent en forme la cause du disparu en Espagne. Donc c'est un peu dans cette approche que je me situe. Il y a un nombre certain d'études qui ont été faites en France sur les historiens et le rapport personnel qu'ils entretiennent à leur objet d'étude. Il y a plusieurs études, je pense notamment aux essais d'égo-histoire de Pierre Nora, qu'il a publié en 87. Il y a aussi d'autres études qui s'intéressent à l'objectivité et à la subjectivité de l'historien. Je pense aux travaux de Paul Veyne, de Michel de Certeau, de Paul Ricoeur. D'autres études encore sur la présence de l'historien dans l'arène judiciaire. Là, je pense à certains travaux d'Henri Rousseau. Il y a encore des études sur les historiens et les liens qu'ils ont avec l'expertise. Là, je pense notamment à un numéro de Société contemporaine coordonné par Dominique Daman et Marie-Claire Lavabre. Mais les études qui étudient, qui situent les chercheurs, et là, j'ai parlé que des historiens en plus, c'est des études qui sont faites sur les historiens. En Colombie, ce n'est pas des historiens. Les études qui situent les chercheurs et leur production académique dans leur trajectoire biographique et qui ne relèvent pas de l'égo-histoire, elles restent encore peu nombreuses. Et je trouve que c'est un peu ça que j'aimerais faire. Je peux citer néanmoins une étude qui a été faite, qui est une étude qui est aussi controversée, même si je ne suis pas une spécialiste, c'est l'étude de Nicolas Berg, qui a fait une étude sur la production historiographique sur le nazisme. Et il a publié un ouvrage en 2015, Nicolas Berg, où il revient sur la trajectoire d'une dizaine d'historiens allemands, et il va notamment il va expliquer qu'il y a eu que la première génération d'historiens
a étudié le Troisième Reich, a évité d'évoquer les camps de concentration et a défendu l'idée que le nazisme, c'était une épidémie de haine. Bref, en fait, il met en lien la production historiographique de ces historiens avec leur trajectoire biographique et avec leur lien éventuel avec le régime nazi, en fait. Bon, cette étude, elle a été controversée par rapport à la méthode qu'il a employée, etc. Mais il n'empêche que, donc là, je vais le citer, il essaie d'étudier l'entrelacement entre l'interprétation historiographique et la mémoire autobiographique. Et je trouve que c'est une piste de recherche qui est intéressante. Elle est particulièrement intéressante en Colombie, parce que les violentologues colombiens, ils ne sont pas beaucoup étudiés. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que ce sont à la fois des chercheurs qui étudient la violence, ce sont des personnes qui l'ont connue dans leur enfance, et ce sont des personnes qui, en tant que chercheurs, vont être des cibles de cette violence. Donc, ils sont vraiment à la croisée de plusieurs dynamiques. Je vais développer ça tout de suite. Je me suis beaucoup basée sur un livre qui a été publié en 99 par deux journalistes, le livre s'appelle En Carne Propia. Il a été publié par les journalistes Mauricio Galindo Caballero et Jorge Valencia Cuellar. Et donc, c'est un livre dans lequel ils reviennent sur, donc, ça s'appelle En Carne Propia, Ocho violentólogos cuentan sus experiencias como víctimas de la violencia. Donc, c'est vraiment, il prend 8 violentologues et ils disent dans leur introduction, on a invité ces violentologues à se coucher sur le divan et à nous raconter leurs souvenirs. C'est pas un ouvrage de recherche, c'est un ouvrage de journaliste. Mais il y a des témoignages de ces violentologues et c'est une source intéressante d'études. Donc, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que les chercheurs qui l'étudient, parfois, ils vont parler en tant que témoins de la violence, en évoquant leurs souvenirs personnels. Ils vont aussi évoquer la violence en tant que chercheurs, spécialistes de cette violence, quand ils vont notamment donner des explications contextuelles, des explications sociologiques de cette violence. Et enfin, ils vont aussi parler en tant que cible et victime de cette violence. Et à ce titre, cet ouvrage, il est particulièrement marquant parce que sur les 8 personnes qui témoignent, il y en a 2 qui ont été tuées entre le moment où ils ont témoigné et le moment où l'ouvrage a été publié. Donc, c'est très glaçant, en fait, de lire cette préface. Et notamment l'anthropologue Hernán Henao Delgado, qui a été tué à l'université d'Antioquia en mai 99 dans son bureau. C'est une époque où il témoigne, où les chercheurs, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la violence sont sur des listes noires de paramilitaires où ils sont menacés. Et là, je vais citer Gonzalo Sanchez, il dit « Il y a un sentiment que cela a envahi tous les pôles de la société et que la violence n'est pas un objet lointain, un objet d'étude distant sur lequel on fait des propositions et on dit des choses, et que c'est vraiment quelque chose qui est revenu se glisser jusque dans notre propre maison. » Donc, les violentologues, ils peuvent être donc envisagés comme des acteurs à la croisée de l'histoire, c'est-à-dire donc d'une discipline scientifique constituée d'un corps de méthode qui vise la connaissance du passé, de la mémoire historique aussi. Par mémoire historique, j'entends, et je reprends la définition de Marie-Pierre Lavabre, une manière d'usage de l'histoire portée par des intérêts ou des besoins qui ne sont pas ceux de la connaissance, mais par exemple de la légitimité, de l'identité, de la polémique ou du jugement critique. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement dans la manière de faire l'histoire. Et enfin, de la mémoire commune, c'est-à-dire de la mémoire de ce qui a été vécu, des souvenirs et des traces du passé. Donc, d'où mon titre, en fait. Donc, ils sont à la croisée de l'histoire, de la mémoire historique et de la mémoire commune. Je vais maintenant illustrer ce que j'ai dit en me centrant sur la trajectoire d'un violentologue qui est Gonzalo Sanchez. Pourquoi lui Parce qu'il a beaucoup écrit en fait sur son propre rapport à l'histoire et à son travail. Et ensuite, il a connu une carrière intéressante puisque donc il a été directeur du Centre national de mémoire historique pendant 15 ans, pendant très longtemps, de 2005 à 2019. Donc Gonzalo Sanchez, en 2003, il publie le livre Guerre, mémoire et histoire. Donc c'est l'ouvrage issu de sa thèse en sociologie qu'il a fait à l'EHESS.
Et dans cet ouvrage, il propose une réflexion sur l'histoire de la violence en Colombie, mais aussi sur les enjeux mémoriels autour de ce conflit armé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la préface de l'ouvrage, il se positionne en tant que témoin de la violence. Et il dit qu'il se qualifie, donc là je le cite, d'observateur participant qui s'intéresse aux événements qui ont lieu dans sa propre vie. Et je vais revenir sur quelques étapes de sa trajectoire biographique pour vous le présenter. Et je vais notamment le citer à plusieurs reprises. Donc Gonzalo Sanchez, il est né en 1945 dans la région du Tolima, dans un village qui s'appelle Libano, et qui est un village libéral où il y a beaucoup d'affrontements. C'est le deuxième enfant d'une fratrie de 6 enfants. Il est issu d'une famille modeste. Quand il est petit, il va devoir quitter son village pour aller à Bogota avec sa famille. Et il raconte, il explique que donc il dit, ma première mémoire est celle de la fuite. Donc là, je vais le citer. C'est la scène avec laquelle j'associe le plus le début de la violence. Nous montons dans une chiva, donc c'est un bus typique des campagnes colombiennes, à 3 ou 4 heures du matin en direction de Bogota, sans savoir pourquoi, sans savoir où. Et je me souviens très bien de cette confusion, qui est pour moi une confusion révélatrice de ce qu'est la violence, de la perception qu'a un enfant de la violence, qui n'identifie pas encore concrètement une quantité de symboles déjà construits socialement. C'est lui qui explique ça dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure. Plus tard, il va retourner dans le Tolima, puis il va repartir à Bogota pour faire des études de droit et de philosophie à l'Université nationale à Bogota. Et lors de ces années d'études, il va intégrer un groupe d'étudiants d'extrême gauche qui s'appelle le Front d'études sociales. Donc, il explique que c'est un mélange de maoïstes et de socialistes, de sympathisants et de critiques de la lutte armée. Donc, c'est des étudiants qui sont contre la forme armée et qui revendiquent une posture d'intellectuels engagés. Donc ça, c'est dans les années 70. En 72, il obtient une bourse d'études et il part étudier l'histoire en Angleterre. À ce moment-là, il va étudier avec des chercheurs qui sont plutôt orientés vers l'histoire sociale. Il va notamment travailler avec l'historien marxiste Eric Hobsbawm. Et c'est à ce moment-là qu'il va se pencher sur l'histoire de la violence de son pays. Puis avant, donc, il fait des études de droit. Là, il va se pencher sur l'histoire de son pays. Et donc là, je le cite à nouveau. Il dit « Dans un sens, mes études sont devenues une auto-analyse, un exorcisme ou une catharsis de mes peurs et de mes appréhensions enfantines. Tentative, manquée peut-être, de comprendre maintenant ce monstre qui a dominé mes premières années et qui a continué à marquer l'histoire du pays et ma propre biographie. » Donc, il fait ses études en Angleterre, il rentre en Colombie où il va devenir professeur à l'université Santo Tomás et à l'université nationale. Il va faire des allers-retours en Europe, aux États-Unis. Il va être invité à l'EHESS en Angleterre aussi. Donc, il va fréquenter d'autres chercheurs, Daniel Peco, l'historien américain Charles Bergquist. Et après plusieurs années d'enseignement en Colombie et à l'étranger en tant que professeur invité, il va être nommé directeur de l'IEPRI, donc le centre des violentologues que j'ai évoqué tout à l'heure, alors que l'IEPRI vient d'être fondé. Et c'est à ce moment-là, donc on est en 86-87, qu'il est aussi nommé coordinateur de la commission d'études de la violence du gouvernement. Après cette expérience, il décide de quitter la Colombie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'il voulait arrêter de travailler sur la violence, qu'il en avait marre, mais qu'il est parti à l'étranger et qu'il était déjà devenu un spécialiste de la violence et qu'on l'invitait à intervenir sur ce thème-là. Mais il explique, donc là, je le cite, « Quand je pars, en 89, je sors avec l'idée de changer complètement de sujet. J'ai même emporté des matériaux pour me dire, OK, quand je reviens ici, dans 3 ou 4 ans, je reviens avec un autre sujet. » Mais c'est justement à ce moment-là, de 89 à 92-93, qu'arrive ce que l'on sait. La violence prend une nouvelle dimension, avec un phénomène déterminant dans cette nouvelle phase, le poids du narcotrafic, les fameuses bombes, les attentats politiques. Et moi qui étais en Europe avec l'idée de me libérer du thème, je me suis vue obligée à continuer d'en parler. Si on m'invitait à Amsterdam, si on m'invitait à Londres ou dans mon propre pays, c'était pour continuer à travailler sur ce thème. C'est vraiment intéressant parce qu'il explique qu'il a voulu s'échapper de ça et qu'il n'a pas pu. Donc il revient en Colombie après plusieurs années, et à partir des années 2000, il va plus travailler sur l'histoire de la violence, mais plutôt sur la question de la mémoire. Et c'est à ce moment-là
qui est créé le groupe de mémoire historique et le président Álvaro Uribe le nomme directeur de ce groupe de mémoire historique. Gonzalo Sanchez accepte à condition d'avoir une indépendance dans les partenaires du groupe de mémoire historique et de pouvoir choisir les sujets de recherche qu'ils font. Parce que Gonzalo Sanchez est très critique d'Álvaro Uribe, ils ne sont pas vraiment d'accord. Donc, il écrit sur ça, sur ce contexte donc, des années 2000 et de la justice transitionnelle. Mémoire, amnistie, oubli, impunité sont une nouvelle fois un terrain obligé de rencontre entre les historiens et les constructeurs de la paix, entre les analystes sociaux et politiques. Paradoxe récurrent sur lequel j'insiste, les historiens, ou tout du moins une bonne partie d'entre eux, sont impliqués dans le cœur de la politique. Donc, alors qu'il émettait l'envie de se distancier de la violence, il se retrouve donc directeur du groupe de mémoire historique. Et il va donc coordonner de nombreux rapports. Je pourrais y revenir plus tard si j'ai le temps, sinon on en parlera peut-être dans la discussion. Mais donc, Gonzalo Sanchez, on peut dire que c'est un acteur qui est à la croisée des mémoires communes, de la mémoire historique et de l'histoire. Il s'exprime tout d'abord en tant que sociologue internationalement reconnu et fondateur de l'IEPRI. Donc ça, c'est son rôle en tant qu'historien. Il témoigne également en tant qu'homme qui se souvient de la violence dans sa région d'enfance ou en tant que chercheur, membre d'une communauté scientifique qui est menacée. Donc ça, c'est pour l'aspect des mémoires communes. Mais il parle aussi en tant qu'intellectuel citoyen. C'est lui qui emploie ce terme d'intellectuel citoyen lorsqu'il travaille dans des commissions convoquées par le gouvernement et investit l'espace public. Donc ça, c'est plutôt l'aspect mémoire historique. Parce que quand il est nommé directeur du groupe de mémoire historique, il explique que son objectif, c'est de donner une place centrale aux victimes dans le récit historique. Il a un peu cette volonté et il va y parvenir. Il n'est pas seul à avoir créé ça, il y a tout un contexte, mais donc, il a vraiment une posture où il revendique une capacité d'intervention sociale de l'historien. Et par exemple, il va déclarer « Ma préoccupation a été de trouver les moyens de repenser l'histoire en partant de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Comment repenser, en plus de l'accroissement du potentiel démocratique qui a existé dans ce pays, le potentiel créatif? Comment penser ce que nous devons créer à un moment ou l'autre? À partir de ce processus de discussion, nous devons susciter et reconsidérer le processus de construction que nous allons initier à un moment. » Donc, pour terminer, je voudrais un peu élargir la focale, nous dézoomer de Gonzalo Sanchez et regarder un peu ce que sont devenus les travaux des violentologues et repartir un peu sur les liens entre les violentologues et le champ politique, la société civile. Globalement, le constat qu'on peut faire, c'est que les rapports rédigés par ces chercheurs, ils ne se sont pas vraiment traduits par des politiques publiques. Ils n'ont pas été utilisés dans le champ politique institutionnel. Mais il n'empêche que, comme toute connaissance académique, ces travaux ils participent à diffuser des idées, des représentations du monde, des catégories. Pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu, ils contribuent à faire la structure de ce monde, dans tous les cas. Reste à savoir comment ils l'ont fait, comment scientifiquement déterminer en quelle mesure ils ont transformé la société. Pour le sociologue colombien Jefferson Jaramillo Marin, les concepts et les mots qu'on utilise aujourd'hui en Colombie pour comprendre le conflit armé, dans les cercles qui s'intéressent au conflit armé, ce sont des récits condensés des rapports et des productions scientifiques des violentologues. Pour ma part, je voudrais juste, pour revenir sur 3 points. Si on revient sur Gonzalo Sanchez, je pense que sa spécialisation, même si elle est forcée selon lui, sa spécialisation sur le conflit armé, sur la violence, elle a été déterminante dans le fait qu'il était nommé par Álvaro Uribe à la tête du Centre national de mémoire historique, parce qu'il avait une légitimité très forte, il était internationalement reconnu et nationalement aussi nationalement reconnu dans le milieu académique, mais il a aussi une très bonne image auprès des ONG, des défenseurs des droits humains. Enfin, et le fait d'accéder à cette instance, ça a été très important, je pense, parce que à cette époque, Álvaro Uribe, tout comme le président actuel, Iván Duque, il nie l'existence d'un conflit armé en Colombie. Pour eux,
il existe des groupes terroristes qui attaquent un État et il n'y a pas de conflit armé. Et l'accès de ces violentologues, parce que Gonzalo Sanchez, il va ramener ses collègues de l'IEPRI, de l'Université nationale, l'accès des violentologues au Centre national de mémoire historique, ça a permis de légitimer d'autres manières d'appréhender le conflit armé. Aujourd'hui, cette perspective, elle est peut-être menacée. Je vais pas développer, mais il y a eu des changements récemment au Centre national de mémoire historique qui ont suscité la polémique en Colombie, parce qu'il y a un nouveau, donc Gonzalo Sanchez n'est plus le directeur du centre, et c'est un historien, Dario Acevedo, qui a été nommé et qui lui aussi nie l'existence d'un conflit armé. Il y a aussi une modification du conseil directif du Centre de mémoire historique. On y a ajouté un poste pour le ministre de la Défense. Voilà, il y a eu des changements récents, on pourra en parler peut-être plus tard, mais disons que ce renouveau et cette légitimation d'un récit, elle est peut-être un peu menacée, en tout cas au sein du Centre national de mémoire historique. Après, depuis 2016, il y a de nouvelles institutions qui peuvent aussi prendre le relais de ça, notamment la Commission de la vérité. Voilà, mais je ne développe pas sur ce point. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est qu'une hypothèse, c'est revenir sur cette idée que le fait que ces violentologues aient vécu de près finalement la violence du conflit armé, les ont peut-être prédisposés à être favorables à l'idée de mettre en valeur la parole des victimes. Je ne dis pas que c'est automatique, que le fait qu'ils aient été des victimes du conflit armé les amène à être en faveur de la parole des victimes. Et je pense que ça a été peut-être un élément important pour qu'ils s'engagent dans cette idée que les rapports du Centre de mémoire historique doivent mettre en évidence, doivent raconter le conflit armé depuis aussi la perspective des victimes. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que des violentologues, ils ne sont pas seuls au Centre de mémoire historique. Il y a une nouvelle génération de chercheurs qui, eux, sont plus issus de la psychologie et de l'anthropologie, qui se penchent davantage sur les questions de subjectivité, de résistance à l'échelle individuelle, et notamment des formes de résistance culturelle, qui est là et qui a aussi poussé, qui est aussi favorable à cette valorisation et à cette écoute en fait de la parole des victimes. Il y a aussi un cadre législatif à tout ça, qui est la loi des victimes de 2011, et qui crée ce qu'on appelle l'enfoque différentiel, on peut dire le point de vue différentiel. C'est-à-dire que depuis cette loi, les politiques publiques, elles doivent prendre en compte les particularités de certains groupes sociaux, c'est-à-dire prendre en compte les femmes, les indigènes, les afro-colombiens, les populations, les groupes LGBT. Enfin, l'enfoque différentiel, c'est quelque chose qui marque aussi en fait la production les productions scientifiques, les rapports du Centre national de mémoire historique, et qui vont aussi pousser inciter les chercheurs à parler aussi du point de vue des victimes. Et un dernier point, alors après, oui, il y a la question de savoir dans quelle mesure ça affecte le savoir qui est construit au sein du CNMH, mais c'est pas, du Centre de mémoire historique, mais c'est pas le sujet. Et un dernier point que je voudrais évoquer, c'est bon, finalement, c'est difficile de savoir comment les violentologues ont influencé politiquement la société colombienne. Moi, ce que j'ai observé sur mon terrain, mais je vais plutôt parler là du Centre national de mémoire historique, mais c'est une circulation des méthodes d'enquête qui sont mises en place par le Centre national de mémoire historique. Par méthode d'enquête, j'entends par exemple des méthodes pour collecter la parole des victimes, la réalisation d'ateliers et des techniques très précises. Par exemple, faire ce qu'ils appellent des linéas, des tiempos, des chronologies, faire des cartes, des quartiers, faire des cartes même corporelles où les gens doivent montrer où ils souffrent. Ça, c'est des choses qui sont mises en place par le Centre national de mémoire historique et que moi, j'ai vu aussi dans d'autres espaces associatifs des victimes. Il y a aussi une manière de raconter le passé selon un même schéma, qui se retrouve en fait, je trouve, dans beaucoup de productions du Centre national de mémoire historique, comme de rapports qui sont rédigés par des ONG, par des associations de victimes. Ce schéma, c'est raconter le contexte, raconter le contexte par exemple, d'un cas exemplaire de violence, raconter le contexte, qu'est-ce qui s'est passé.
ensuite raconter les effets de ce qui s'est passé sur les victimes, et ensuite raconter comment les victimes, elles dépassent leur douleur. C'est toujours un peu une structure qu'on retrouve. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que le Centre de mémoire historique est à l'origine de ce schéma. C'est beaucoup plus compliqué et ce n'était pas au cœur de ma thèse, donc je ne veux pas m'avancer sur ce point. Mais c'est des schémas qu'on retrouve en fait et qui circulent aussi entre les différents espaces académiques et aussi associatifs. Et juste pour ouvrir et terminer, il y a aussi une circulation des savoirs. C'est une autre question, ça, que celle que je voulais évoquer au départ, mais une circulation des savoirs dans l'arène judiciaire. Et Sophie Davio a écrit un article récemment où elle explique, elle montre comment les procès des paramilitaires qui ont eu lieu depuis 2005, ce sont des espaces où on mobilise des analyses du conflit armé dans le jugement en fait des paramilitaires et où les jugements donnent aussi, aboutissent aussi à la production de connaissances sur le conflit armé. Voilà, donc l'anthropologue Maria Victoria Uribe, qui a fait partie du Centre de mémoire historique, elle dit qu'il y a une énorme dose de vérité qui est sortie de ce processus, donc du processus de démobilisation des paramilitaires et de justice. Une énorme dose de vérité est sortie de ce processus et cette macro-criminalité aux dimensions impressionnantes nous est tombée dessus brutalement. Et elle dit, je ne sais pas à quel point le peuple colombien a assimilé tout ça. Donc, c'est juste pour évoquer la question de la circulation aussi entre les savoirs historiques dans l'arène judiciaire et des savoirs qui sont construits dans l'arène judiciaire, éventuellement en histoire. C'est pour ouvrir, ce n'est pas des questions que j'ai étudiées, mais aussi des questions que je trouve intéressantes. Et aussi, au-delà de la discipline historique, aussi dans les espaces associatifs et militants. Et je m'arrêterai là.